Bonjour, je m'appelle Betsabé. Aujourd'hui, peu de personnes connaissent leur histoire, leurs origines, et moi la première. J'ai décidé de commencer ce que j'appelle une grande aventure, comprendre les pierres de la ville de mon enfance. Ce podcast est le témoignage de mes diverses rencontres auprès de passionnés d'histoire et de professionnels qui nous transportent dans le passé. Et toutes ces histoires commencent par « Il était une fois, dis non ». Le milieu du XVe siècle est l'une des périodes qui me passionne le plus. Lucien fait partie de Rubriken Historiebreis, une association composée de jeunes. Il diffuse l'histoire de la Bretagne par le biais d'articles et de podcasts. Au XVe siècle, la Bretagne est un État, plus exactement un duché, totalement indépendant et autonome. Alors, quand je dis que c'est un État, le duché de Bretagne, c'est qu'il dispose de tous les attributs d'un État. Il a des institutions, la Chambre des comptes pour la fiscalité, le Parlement de Bretagne pour les grandes décisions, la chancellerie pour l'administration. Donc c'est véritablement un État qui se gère comme tel et qui n'a absolument rien à envier au royaume de France. Il est même très bien structuré à l'image d'un royaume d'Angleterre ou d'un duché de Bourgogne, par exemple. Alors la Bretagne au milieu du XVe siècle, c'est un duché qui est aussi assez peuplé. Les estimations sont assez disparates puisqu'on a entre 850 000 et 1 250 000 habitants. Ce qui est évident, c'est que la population a évolué en un siècle. Entre le début du XVe siècle et la fin du XVe siècle, la population d'abord décroît, puis elle reprend dans une deuxième partie de siècle avant d'atteindre environ 1 200 000 habitants aux alentours de 1500, on a une population quand même assez nombreuse pour un territoire comme le duché de Bretagne. Il y a peu de villes. On a en tête la ville de Nantes, avec environ 14 000 habitants, et ensuite la ville de Rennes, qui la talonne, avec environ 13 000 habitants. Donc ce sont les deux grandes villes du duché. Et ensuite on a toute une myriade de petites villes en deuxième rideau, avec très peu d'habitants, entre 4 000 et 5 000 habitants. Et donc dans ces villes, on retrouve des villes comme Vitré, Fougères, Saint-Aubin-du-Cormier et notamment Dinan, qui fait partie de ce deuxième rideau. Donc Dinan est quand même plutôt entre 5 000 et 5 500 habitants, les estimations étant toujours évidemment à prendre avec des pincettes, puisque ça reste une période qui est mal documentée sur la population. La population bretonne est une population majoritairement rurale et donc paysanne. La paysannerie cultive la terre avant tout pour se nourrir. On exporte peu puisque les rendements sont très faibles. Lorsqu'on exporte, on exporte plutôt des productions qui permettent de fournir l'Angleterre en textile, c'est-à-dire du chanvre, du lin ou de la laine. Mais globalement, l'exportation de produits agricoles est assez faible par rapport à d'autres régions. Surtout en Bretagne, on a une population noble très importante, environ 40 000 nobles sur un territoire comme le duché, donc c'est très très important, mais des nobles qui sont souvent très modestes, voire des nobles désargentés. Et il y a une particularité en Bretagne, c'est que les nobles, donc la condition noble qui impose de ne pas travailler, eh bien en Bretagne, on peut être noble et travailler de ses mains. C'est-à-dire qu'il y a un retour à la roture qui est possible. Donc si jamais un noble décide de travailler, souvent, presque toujours par nécessité, eh bien dans ces cas-là, il devient roturier pour 1 an. Et lorsqu'il décide d'arrêter cette activité et de reprendre véritablement un statut de noble, eh bien il redevient noble. Donc c'est vraiment une particularité toute bretonne. Seulement, son voisin le roi de France voit un grand intérêt de revendiquer son autorité sur le duché de Bretagne. Mais malgré tout, il y a de forts conflits de revendications entre le roi de France et le duc de Bretagne, puisque le roi de France, en particulier à partir de Louis XI, cherche absolument à faire valoir son autorité sur le duché de Bretagne. Et donc s'engage une guerre idéologique, on peut dire, mais pas seulement, puisque ça débouche sur des conflits véritables entre le duché et le royaume de France. Le duc de Bretagne, notamment François II, qui a beaucoup pris part à ce conflit, il a mené des actions militaires à l'encontre du roi de France. C'est des tensions qui sont croissantes durant le XVe siècle entre le duché de Bretagne et le royaume de France. Donc au XVe siècle, le duché de Bretagne est un État, on l'a dit, et en tant qu'État, il fait valoir des pouvoirs, différents pouvoirs, donc des pouvoirs judiciaires, des pouvoirs fiscaux, et des pouvoirs, on pourrait dire, d'ordre militaire, régalien. Alors pour ce qui est de la justice, la Bretagne est divisée en 8
est divisée en 8 baillis, une baillie, et donc ces 8 baillis sont des circonscriptions judiciaires dans lesquelles on retrouve une barre ducale, c'est-à-dire un tribunal ducal. Ces barres ducales, dans ces baillis, sont des tribunaux donc qui jugent toutes les affaires délictueuses, tous les litiges. À la tête de ces barres, on retrouve d'abord un sénéchal, qui est un juge directement nommé par le duc. Son second, son lieutenant, si on peut dire, c'est l'alloué. L'alloué est un juge en second qui est capable d'exercer exactement les mêmes prérogatives en l'absence du sénéchal. Et puis on retrouve tout un personnel, on retrouve le procureur de la cour, sous-entendu le procureur du duc, qui lui va défendre les intérêts du duc, tout comme le procureur de la République aujourd'hui va défendre les intérêts de l'État. On retrouve des avocats, on retrouve des scribes qui correspondent aux greffiers actuellement, tout un personnel, des sergents, des geôliers, qui sont au service de cette cour, de ces barres ducales, elles-mêmes réparties dans les baillis de Bretagne. Il y a bien sûr 8 baillis, mais en fait il n'y a pas 8 barres ducales, il y en a plus, puisque dans chaque bailli, par exemple dans la baillie de Rennes, eh bien le territoire est très important. Donc il y a certes la barre ducale de Rennes, qui est la grande barre du bailli, mais il y a aussi des succursales, des barres secondaires. Et à Dinan, notamment, il y a une barre ducale secondaire, une succursale de la barre ducale de Rennes. À Dinan, il y a même une particularité, c'est un certain prestige pour la ville, puisque la barre ducale possède elle-même un sénéchal, tout comme pour l'ensemble de l'abbaye. Alors ce sénéchal est en fait répond directement au sénéchal de l'abbaye de Rennes. Le sénéchal de Dinan est donc subordonné au sénéchal de Rennes, mais malgré tout, c'est une source de prestige pour Dinan, puisqu'il y a une barre ducale qui fonctionne en toute autonomie. Ensuite, l'une des branches les plus importantes de l'État est la branche fiscale, puisque c'est ce qui permet à l'État breton de tirer toutes ses ressources et donc de pouvoir exercer son autorité, de pouvoir prendre des décisions, de mettre en œuvre une politique. Et donc cette branche fiscale est très structurée, très bien organisée, avec un organisme supérieur au sommet de l'État qui chapeaute l'ensemble, qui est la Chambre des comptes. La Chambre des comptes qui est située à Vannes et ensuite qui est déplacée sous Charles VIII à Nantes. Et cette Chambre des comptes, eh bien, elle va gérer l'ensemble de la perception des impôts et des taxes pour le compte du duc. Là de même, le duché est divisé en différentes circonscriptions fiscales, ce qu'on appelle des châtellenies. Donc des châtellenies, ce sont des petites circonscriptions fiscales à la tête desquelles on va mettre un receveur, qui est un comptable en fait, et qui va percevoir tous les différents droits, toutes les différentes taxes et tous les différents impôts dans son cahier de compte, et qui ensuite va faire remonter ce cahier de compte à la Chambre des comptes. Et donc on a toute une myriade de châtellenies. Dinan est un centre, est le centre d'une châtellenie, la châtellenie de Dinan tout simplement, et qui a des contours assez particuliers, puisque Dinan étant à peu près au centre, elle descend jusque Plumaudan, au sud-ouest, et elle remonte au nord à peu près jusque Dinard, à peu près. Donc elle est plutôt sur un axe sud-ouest-nord-est, la châtellenie de Dinan. Et c'est une châtellenie assez prestigieuse puisque elle est élevée en châtellenie depuis très longtemps et donc elle a une sorte de primat sur les autres parce que par son ancienneté, c'est une source de prestige. Et donc le receveur ordinaire de Dinan a des prérogatives qui sont théoriquement les mêmes que les autres, mais qui ont tendance parfois à pouvoir être supérieurs aux autres. Revenons à Dinan. Importante. Nous avons vu avec Julien Bachelier comment elle est devenue ville. Nous allons voir plus précisément dans cet épisode à quoi ressemblait Dinan au XVe siècle, comment s'organise-t-elle, en commençant par les différents personnages qui constituent son organisation. Le gouvernement de la ville de Dinan se décompose en plusieurs catégories. On pourrait classer les grands personnages de la ville en 4 catégories, d'abord selon leurs prérogatives militaires, ensuite selon leurs prérogatives commerciales, selon aussi qu'ils soient attachés à la fiscalité ou enfin à la justice. Dans un premier temps, les prérogatives entre guillemets militaires, puisqu'elles vont au-delà, on retrouve dans cette catégorie avant tout le duc, puisque le duc règne sur Dinan, la ville lui appartient, mais il délègue son pouvoir sur la ville à un capitaine, simplement parce que le duc ne peut pas s'occuper de chacune de ces villes, et donc il est obligé de déléguer. Alors François II, il délègue à la fin du XVe siècle à un certain Jean II de Couëtquin. Donc ce capitaine, il gouverne la ville, c'est lui qui a le plus de pouvoir sur la ville, avant tout normalement des pouvoirs militaires, un double nom de capitaine, mais il peut aussi présider au conseil des bourgeois, il peut prendre tout un tas de décisions qui vont bien au-delà du militaire. Mais ce Jean II de Couëtquin, il est aussi capitaine des villes de Vannes et de Dole. Donc tout de suite on voit un problème, il peut pas gouverner les 3 en même temps, il ne peut pas être aux 3 endroits en même temps. Et donc lui-même délègue
la charge à un lieutenant, donc un second. Et ce lieutenant de Jean II de Couëtquin, c'est un certain Amaury de la Moussaie. Et lui, Amaury de la Moussaie, eh bien du coup, il a un petit peu tous les pouvoirs du capitaine, mais c'est son second, donc il n'exerce ses pouvoirs que lorsque le capitaine est absent, c'est-à-dire à peu près tout le temps. La charge est déjà importante pour un seul individu, donc il a lui-même un second, un connétable. Alors le connétable, lui, par contre, il a véritablement des prérogatives purement militaires. Et donc le connétable de Amaury de la Moussaie, c'est Jean Chénel. Et donc Jean Chénel, connétable, et Amaury de la Moussaie, lieutenant, on les retrouve lors de la capitulation de la ville en 1488. Ils sont parmi les signataires, donc ça veut bien dire qu'ils étaient là, qu'ils ont pris la décision avec les autres de se rendre aux Français en 1488, et donc ils ont véritablement eu un rôle important dans les négociations et ensuite dans la reddition. Ensuite, autre catégorie de personnages importants dans la ville de Dinan, on pourrait dire grossièrement dans la catégorie commerciale, en fait ce sont tous ceux qui concernent les bourgeois, parce que les bourgeois, donc les habitants des bourgs, à Dinan, les bourgeois défendent leurs privilèges, comme partout, ils vont essayer de défendre leurs intérêts plus précisément, et donc ils se constituent en corps, en communauté, et à Dinan, eh bien ils élisent, comme dans beaucoup de villes, un procureur des bourgeois, un maire, tout simplement. Un maire qui, eh bien, va prendre les décisions les meilleures pour préserver les intérêts de la communauté de la ville. Alors, ces bourgeois, ils ont tout de même des pouvoirs, puisqu'ils se voient attribuer des exemptions d'impôts pour l'ensemble de la ville, mais aussi ils se voient attribuer le droit de percevoir certaines taxes, et donc bien finalement ils ont des ressources, ces bourgeois, ils ont un budget véritablement, et ils peuvent mettre en œuvre des projets. Et leur principale mission, qui est déléguée par le duc, et ce pourquoi ils perçoivent des taxes, eh bien c'est l'entretien des fortifications. C'est ça qui véritablement a provoqué la naissance de ces communautés de villes, c'est que le duc leur laissait à charge les fortifications. C'est vraiment un gouffre économique très important, et donc le duc, conscient de ça, leur a permis de lever des taxes, percevoir des droits. Donc le procureur des bourgeois est un petit peu le grand représentant, mais on retrouve aussi ce qu'on appelle le miseur. Le miseur, c'est le comptable, tout simplement. C'est celui qui va employer les deniers de la ville, qui va les percevoir, c'est le comptable de la ville. Après, on pourrait aussi parler rapidement des notables de la ville, comme les notaires. Alors les notaires n'ont rien à voir, hein, ce sont des gens un petit peu particuliers, à mi-chemin entre le privé et le public, puisque pour être notaire, il faut être reconnu par la cour du duc, par la cour de justice de Dinan donc, mais en même temps, quand on est notaire, eh bien on perçoit les profits de son activité pour soi, donc c'est une activité un petit peu entre deux. Mais pourquoi est-ce que je parle des notaires? Puisque souvent ce sont des notables, et donc ils ont souvent des fonctions au conseil municipal, ils ont souvent une importance assez grande. Après, autre catégorie des personnages de la ville, la catégorie qu'on pourrait dire fiscale, eh bien à Dinan on retrouve un receveur ordinaire, donc qui perçoit toutes les taxes de la ville et de la châtellenie, tous les droits, qui s'occupe de la rénovation des bâtiments publics, qui s'occupe de l'entretien de la justice, etc. Et on retrouve également un receveur du fouage. Alors le fouage, en Bretagne, c'est le grand impôt. Le fouage, c'est l'impôt qui pèse sur les gens et que les gens doivent payer. Normalement, cet impôt, il pèse sur donc, tous les roturiers. Oui, mais voilà, en Bretagne, certaines villes sont exemptées. C'est un privilège de certaines villes, et la ville de Dinan fait partie des villes qui sont exemptées. Donc il y a quand même un receveur du fouage, puisque toutes les campagnes autour payent cet impôt, directement au receveur qui envoie ça à la Chambre des comptes. Mais en même temps, la ville paye tout de même un équivalent du fouage, ce qu'on appelle l'aide des villes. Mais cette aide, en fait, c'est le fouage, mais bien allégé, vraiment très allégé. Et enfin, dernière catégorie de grands personnages de la ville, ceux qui tournent autour de la justice, et en tête desquels, on en a déjà un petit peu parlé, le sénéchal, qui est la grande figure, qui a des pouvoirs judiciaires étendus. C'est un grand juge, si on veut, mais en même temps qui peut autoriser des paiements du receveur ordinaire, donc qui peut autoriser des prélèvements sur le budget de la ville, enfin le budget du receveur, l'alloué, son second, le procureur de la cour, on l'a déjà dit, les sergents, les geôliers pour les prisons, les avocats également, etc. Donc tout ce petit monde autour de la justice constitue un petit monde de notables dans la ville. Dinan, au XVe siècle, c'est une ville moyenne, une ville tout de même relativement importante dans le duché de Bretagne. Déjà, c'est une ville qui n'est pas tout à fait sur ce qu'on appelle les marches de Bretagne. Les marches, c'est-à-dire cette zone tampon, à la frontière entre le royaume de France et le duché de Bretagne, dans laquelle on va retrouver de nombreuses places fortes, de nombreux châteaux, de nombreuses fortifications, à l'image de Fougères par exemple, Saint-Aubin-du-Cormier, Rennes, Vitré, etc. Non, Dinan est légèrement en retrait. Ce qui ne veut pas dire que Dinan est moins fortifié. Dinan est une place forte quand même, très puissante,
relativement difficile à prendre. Jamais Dinan n'a été prise au cours d'un assaut. Non, ça n'a jamais été attesté. Peut-être au XIIIe siècle, mais il n'y a pas vraiment de source. Donc Dinan est une ville, une vraie place forte tout de même si elle est légèrement en retrait par rapport à ce dispositif militaire à la frontière. Dinan, c'est aussi un centre religieux. Ça fait partie de l'évêché de Saint-Malo, qui n'existe plus aujourd'hui, mais cet évêché était divisé en 2 archidiaconés, c'est des subdivisions, tout simplement. On retrouvait au sud l'archidiaconé de Poroët, et au nord l'archidiaconé de Dinan, tout simplement. Et donc Dinan était le centre de cette archidiaconé. Dinan, c'est aussi un accès direct à la mer, donc c'est une place commerciale, puisqu'il faut bien s'imaginer, au Moyen-Âge, évidemment, pas de barrage au niveau de Saint-Malo, pas d'écluse du Châtelier au niveau de la Lys, donc la mer arrivait jusque Dinan, on ressentait les marées jusque Dinan. Dinan constituait le point de rupture de charge, c'est-à-dire que les bateaux de la mer pouvaient remonter la Rance jusqu'au port de Dinan. Ensuite, ils étaient obligés ou bien de changer de support de transport, ou bien tout simplement de s'arrêter au port. Donc, c'était une voie directe pour commercer, puisque au Moyen-Âge, le commerce s'effectue en majorité par voie maritime et fluviale, et beaucoup moins par voie terrestre. C'est beaucoup plus simple par la mer et par les rivières. Dinan, à cette époque, est assez importante, d'autant que Saint-Malo n'est pas encore ce qu'elle a pu être. C'est encore un tout petit port, toute petite ville. Certes, le centre de l'évêché de Saint-Malo, donc d'un point de vue religieux très important, mais d'un point de vue commercial, c'est encore Dinan qui règne dans la région, qui rayonne dans la région. Alors la ville de Dinan, déjà, qu'est-ce qui fait ville à Dinan? C'est une question qui peut sembler très bête aujourd'hui, puisque une ville, c'est un conglomérat d'habitations. Mais au Moyen-Âge, une ville, c'est pas aussi évident. Ce qui fait ville au Moyen-Âge, ça peut se définir par 2 choses, qui sont présentes simultanément ou pas. C'est d'une part une ceinture de remparts. À l'intérieur, intramuros, on est dans la ville. À l'extérieur, on ne l'est pas. Et d'autre part, ça peut être son statut fiscal. C'est-à-dire, à l'intérieur, on paye l'aide, donc forcément c'est plutôt une ville. Ou alors, on ne paye pas l'aide, donc c'est plutôt la campagne. Étant donné tout de même que payer l'aide et être dans une ville, ce n'est pas forcément synonyme absolu d'être une ville, puisqu'il y a des villes qui payent le fouage. La ville de Dinan, donc, elle se constitue avant tout parce qu'elle est ceinturée de remparts, et ce depuis très longtemps, depuis le XIIIe siècle. On va passer sur toutes les étapes de fortification, mais la ville de Dinan, en plus d'être bien fortifiée, elle est aussi plutôt densément peuplée, du moins en son centre. Elle est agglomérée au niveau de certains lieux, au niveau de la tour de l'horloge par exemple. La tour de l'horloge, le beffroi, il y a peu de beffrois en Bretagne, avec Fougères, je crois que c'est un des 2 seuls, donc le bâtiment municipal dans lequel se réunit le conseil municipal, dans lesquels sont entreposées les archives de la ville. Et donc autour de ce bâtiment, on a beaucoup d'habitations, mais aussi autour de lieux bien plus stratégiques, notamment la cohue et le champ. Alors qu'est-ce que la cohue et le champ? La cohue, on appelle en Bretagne la cohue ou les cohues, eh bien les halles, tout simplement les supermarchés médiévaux, si on veut. Donc à Dinan, elle se trouve au cœur de la ville, et vraiment tout autour des cohues, on a énormément d'habitations qui sont massées les unes sur les autres. Autour du champ, alors le champ, c'est tout simplement le nom de la place du marché, de la place des foires à Dinan. Au Moyen-Âge qui s'appelle le champ Écheveau. Aujourd'hui, cette place est divisée entre la place du champ et la place du Guesclin. C'est une très grande place, sur laquelle une fois par semaine le marché vient se tenir. Donc tous les paysans des alentours viennent vendre leur production au marché, et 2 fois par an, une grande foire prend place. Alors une foire d'abord celle du liège, ou le liage actuellement, on dit la foire du liage, qui existe finalement encore un petit peu à Dinan, sous la forme de la fête foraine, qui est la fête du liage, encore aujourd'hui. Alors ce n'est plus un aspect du tout économique, commercial ou autre, c'est vraiment une fête foraine, mais c'est une continuité. Et au mois d'août et mois de septembre, la foire de la Saint-Gilles, où on vend les productions récoltées durant l'été notamment. Donc ce sont des grands moments qui rythment la vie de Dinan. Et donc, fatalement, les habitants viennent construire autour de ces lieux très importants. Alors l'espace de Dinan, ensuite, plus on va vers les remparts, et plus il est lâche, moins il est dense. En fait, la ville donne l'impression qu'elle flotte un petit peu dans son enclos. La ville est un petit peu trop petite pour sa ceinture de remparts, du moins au XVe siècle. Bien sûr, il y a un espace aussi fondamental qu'il faut prendre en compte à Dinan, c'est l'espace religieux,
puisque à peu près un tiers de la ville est couvert d'espaces religieux. C'est considérable, hein, c'est vraiment énorme. Déjà, on a 2 couvents d'ordre mendiant, ce qui est vraiment très important. Ça montre bien que c'est une ville importante. Les dominicains et les franciscains à Dinan. Les dominicains, on les appelle les jacobins, et les franciscains, les cordeliers. Tout simplement, c'est comme ça qu'on les nomme à ces endroits. Il faut aussi prendre en compte divers établissements, l'hôpital de l'Hostellerie, par exemple, qui est sur l'actuelle place du Clos, qui était vraiment à l'entrée, la porte de Brest, porte de l'Hostellerie, de son nom médiéval. Donc ce lieu, c'est un hôpital, une léproserie en fait, même particulièrement. On a aussi la chapelle des Clarisses, qui a été élevée en 1480 et sur une dizaine d'années. On a aussi les 2 églises, l'église Saint-Sauveur et l'église Saint-Malo. Alors Saint-Sauveur, qui est l'église paroissiale de la paroisse Saint-Sauveur, qui dépend de Saint-Jacques, pas loin d'ici, et qui divise Dinan en une moitié à peu près. Et l'autre moitié de la ville, c'est donc la paroisse Saint-Malo, qui dépendait à l'origine de Saint-Malo, tout simplement, mais qui a été donnée à Marmoutier, qui se situe en Anjou. Donc la ville est en fait scindée en 2. Bien sûr, c'est un bloc, lorsqu'on le regarde, avec un rempart qui fait bien le tour, mais pourtant on a 2 paroisses bien distinctes, qui sont séparées par la grande rue, de son nom, véritablement, la grande rue, et donc elle délimite d'un côté au nord Dinan Nord, et au sud Dinan Sud. Alors la ville de Dinan n'est pas homogène, hein, c'est pas simplement des habitations massées en son centre. La ville de Dinan, c'est aussi des espaces champêtres, des jardins, qu'on appelle des jardins ou des courtils, à l'arrière des maisons souvent, et dans lesquels on cultive des légumineuses, ou même des fois du lin et du chanvre. C'est aussi des maisons en ruine, hein, des espaces abandonnés. Il y en a pas mal, surtout à la fin du XVe siècle. C'est un moment de grande tension économique et sociale, et donc il y a un certain appauvrissement. La ville de Dinan, c'est aussi des rues qui ne sont pas pavées. C'est une ville assez sale, dans laquelle on circule assez mal. Il y a peut-être une rue qui est pavée, du moins on en a une attestation, c'est la rue de Léon, au niveau de l'actuel collège Roger Vercel, derrière la gendarmerie. C'est même pas une artère principale, hein, donc la ville de Dinan n'est pas si simple d'accès. En même temps, Dinan, c'est certes la ville intramuros, mais c'est aussi, pour une grande part, la ville extramuros, puisque ce sont des faubourgs. Le faubourg de la Rouërie, très important, sur l'actuel lieu qui s'appelle la Rouërie, encore aujourd'hui. Alors la Rouërie, c'est un grand faubourg où il y a beaucoup de drapiers, il y a beaucoup de tisserands, etc. Donc de toute façon, le nom Rouërie rappelle cette activité autour du drap. Il y a aussi, un petit peu au nord de la Rouërie, ce qu'on appelle la boucherie. Alors la boucherie, ça porte plutôt bien son nom, puisque c'est l'endroit où étaient entreposés et parqués les animaux destinés à l'abattage. Et ces animaux, ils étaient abattus dans Dinan, sur le parvis de l'église Saint-Sauveur, sous ce qu'on appelait la cohue au boucher. Pourquoi est-ce qu'on distinguait la cohue au boucher de la cohue normale ? Bien simplement parce que la cohue au boucher, qu'on disait sanguinolente et puante, eh bien, c'était un endroit un petit peu mal famé, il y avait du sang partout, effectivement, ça ne sentait pas très bon. La boucherie est une activité qu'on met un petit peu à part parce que tout de même c'est assez salissant et donc ça nécessite des lieux bien spécifiques. Et donc il y avait sur l'actuel parvis, ce qui est un parking actuellement, place Saint-Sauveur, eh bien un grand appentis sous lesquels les animaux étaient abattus, et avant cela ils étaient parqués à l'extérieur, au niveau de la tour Saint-Julien, à la boucherie. Alors il y a d'autres faubourgs à Dinan, le faubourg du Haut et du Bas Bourgneuf, tout simplement, qui part de la porte du guichet actuellement, du château, et qui va en direction de Léon. Le faubourg Saint-Malo, qu'on connaît beaucoup moins, mais on sait qu'il a bien existé le long de ce qui s'appelait le boulevard Saint-Malo, c'est-à-dire bien en face de la porte Saint-Malo, hein, qui va vers l'actuel lycée de la Fontaine des Eaux, et donc qui passait devant l'église Saint-Malo, hein, qui n'existe plus aujourd'hui, hein, qui est maintenant intramuros. Donc ce faubourg était aussi assez fourni. Et enfin, dernier grand lieu extramuros, le pont à Dinan. Le pont, parce que c'est à la fois un pont, donc un passage terrestre, c'est aussi un débarcadère, un port, c'est aussi un vrai bourg, le bourg de la Madeleine du Pont, côté Lanvalet, qui a été donné aux moines de Saint-Florent de Saumur il y a très longtemps, et donc qui s'est développé à partir des activités de commerce, et par lequel on accédait à Dinan par la fameuse rue du Gersual, hein, qui se transforme en rue du Petit Fort, après la porte du Gersual. Et donc cette rue aussi était urbanisée, il y avait un véritable faubourg qui allait jusqu'au port. Alors le bâtiment principal donc à Dinan finalement, c'est la cohue. La cohue, alors sachant qu'il y en a deux bien sûr, la cohue au boucher et la cohue normale si je puis dire en centre-ville. Et la cohue, elle est vraiment réservée aux Dinanais.
C'est-à-dire que pour vendre des marchandises dans la cohue, sous les arches de la cohue, eh bien il faut payer un petit droit. Un droit, donc on paye ce qu'on appelle un droit de cohuage. Et ce droit, il est payable uniquement par les Dinanais. Donc c'est vraiment le supermarché réservé aux vendeurs locaux, quoi. Ils ont inventé le produit local avant l'heure. Cette cohue, c'est un bâtiment assez important, assez massif, qui reprend à peu près les proportions que les halles ont actuellement, à l'emplacement où elles sont. Et c'est un bâtiment qui a 4 entrées tout de même, et surtout 2 étages. 2 étages, un bâtiment tout en bois pourtant. Au rez-de-chaussée, on retrouve les activités commerciales, donc les artisans, les commerçants, que sais-je, qui vont vendre leurs produits. Et au 2e étage, eh bien tout simplement, on a la salle de l'auditoire. L'auditoire, c'est-à-dire de l'endroit où on auditionne les gens, précisément l'endroit où le tribunal auditionne les témoins, etc. Donc en fait, l'auditoire, la salle au-dessus des halles, eh bien c'est le tribunal de Dinan. Le tribunal, donc qui se trouve sur la cohue, et la cohue qui est prolongée du côté de la place des Merciers par la petite prison de Dinan, la prison de la Voûte. Le marché, lui, le marché de Dinan qui se tient le jeudi au Moyen-Âge, tout comme actuellement, donc il y a encore une très forte continuité de ce point de vue-là. Et le marché, eh bien lui, il réunit, on l'a dit, tous les producteurs locaux, mais aussi les étrangers s'ils le souhaitent. Ce marché se déroule sur la place du Champ, mais avant qu'on construise la place du Champ en 1319, eh bien ce marché, il se déroulait tout simplement dans la rue qui porte son nom, c'est-à-dire la rue du Marchix, avec la place du Marchix. Et donc avant qu'on construise cette grande place superbe adaptée pour étaler toutes les marchandises, eh bien ça se déroulait dans cette petite rue, et c'est là que la vie économique connaissait un temps fort, une fois par semaine. Donc dans ces lieux, sur la place du Champ, où se déroule le marché, la foire et dans les cohues, qu'est-ce qu'on vend ? Eh bien on vend d'une part les productions locales. Alors localement, qu'est-ce qu'on cultive en Bretagne ? Essentiellement des céréales. Pas encore du sarrasin. Le sarrasin n'arrive qu'au XVIe siècle. Donc il n'y a pas encore de sarrasin au Moyen-Âge, mais on cultive de l'avoine, du froment en Bretagne, et puis d'autres céréales, mais sachant que les rendements sont relativement faibles, on exporte assez peu, donc ces céréales sont vendues effectivement sur les marchés, comme ceux de Dinan ou dans les foires. On cultive aussi du lin et du chanvre. Le lin pour faire des vêtements, le chanvre plutôt pour faire des canevas. Des canevas, c'est-à-dire un tissu qui permet de faire des sacs pour justement contenir des céréales, ou bien pour faire des voiles même. Donc ça, ce sont vraiment des cultures qui ont pour but plutôt l'exportation, ou du moins la transformation artisanale. Il faut savoir aussi qu'à Dinan, on cultivait de la vigne. On cultivait de la vigne dans toute la vallée de la Rance, de Léon jusque Saint-Sulliac. C'était un vin blanc sec. Et donc on cultivait beaucoup, alors un vin qui n'était pas forcément aussi satisfaisant qu'aujourd'hui, mais qui était très très présent avant d'être supplanté par autre chose. Donc il y avait beaucoup de vins qui circulaient, et à Dinan notamment, on taxait beaucoup le vin, qui était une boisson très 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 consommée. Il y avait énormément de tavernes en ville. On commerce aussi dans les cohues et dans les foires et les marchés des légumineuses, les productions locales, puisque aux abords des villes, les champs de céréales se muent petit à petit plutôt en champs de légumineuses, tout simplement parce qu'il faut alimenter ces villes, et donc plus on approche d'une ville, c'est un signe paysager en général, plus on approche d'une ville, déjà plus on voit ses flèches, ses clochers, etc., et plus les champs se transforment de champs de céréales en champs de légumes. Aussi dans la vallée de la Rance, eh bien on exploite un petit peu la pierre. Il y a des carrières de pierre, et aussi le bois. Entre Léon et Dinan, on exploite encore le bois, il y a encore des choses à couper. Je dis encore parce que on n'a pas encore la notion de gestion à proprement parler. Quand on coupe du bois, souvent, on le coupe définitivement, ça ne repousse pas. Voilà, donc ça, ce sont des produits qui sont facilement identifiables dans les échanges qui ont lieu dans les cohues et au marché et aux foires. Mais on sait qu'il y a d'autres produits qui étaient échangés, notamment tout simplement parce qu'on connaît des artisans, de très nombreux artisans et variés à Dinan, en tête desquels bien sûr les drapiers. Les drapiers à Dinan sont les plus importants, il y en a de très nombreux. On en recense au moins 25 à la fin du XVe siècle, donc c'est vraiment une activité très intense, notamment dans le faubourg de la Rouërie. Alors les drapiers, ils utilisent le lin, on l'a dit, le chanvre, mais aussi la laine des moutons, alors la laine qui est aussi un petit peu exportée en Angleterre. Cette activité est aussi bien attestée par la présence de moulins à foulons. De moulins à foulons, il y en a un à Léon, et donc avec ce moulin, on
on pouvait transformer la laine, par exemple. Alors on retrouve aussi d'autres artisans, des pelletiers et des possiers, des personnes qui s'attaquent plutôt au cuir, aux peaux, des maintiers, c'est-à-dire des forgerons, si on veut, des chaudronniers, qui sont attestés dans certaines rues de Dinan, tout proche de la cohue, des boulangers, des bouchers, bien sûr, à la cohue aux bouchers, qui sont aussi assez puissants, les bouchers, des tapissiers, des teinturiers, même si la teinture est une activité plutôt rennaise, il y a aussi des teinturiers à Dinan. Donc il y a toute une foultitude d'artisans qui évidemment produisent des choses, et donc s'ils les produisent, c'est pour les vendre. Donc ce sont des produits qu'on ne peut que supposer qu'ils étaient vendus lors de ces événements ou dans ces lieux. Ça vous a plu? Vous souhaitez en savoir davantage sur Dinan et la Bretagne? Alors n'hésitez pas à écouter les autres épisodes et à en parler autour de vous. À bientôt!